Le 8 avril 2020, Anne Hidalgo et le préfet de Paris, Didier Lallement, ont décidé d'interdire les activités physiques en extérieur, mais seulement entre 10h et 19h. Résultat, le lendemain de l'interdiction, on voyait défiler dans les rues de Paris des cohortes de coureurs dès 19h05. Et non seulement un enfant de 5 ans aurait pu prévoir les conséquences de cette interdiction, ce qui soulève quelques questions quant à l'intelligence d'Anne Hidalgo et du préfet Lallement, mais en plus, cette interdiction a été imitée par de nombreux préfets partout en France. Alors soit vous considérez que le sport n'est pas un problème et vous trouvez donc cette mesure inutile et liberticide, soit vous estimez que le sport en extérieur est effectivement un problème de santé publique en période de pandémie, et dans ce cas-là, cette interdiction, vous la trouvez inefficace, liberticide et carrément dangereuse. Et dans les deux cas, cette décision absolument débile a été imposée à plus de 2 millions de Parisiens. Mais là où ça devient encore plus cocasse, c'est quand on compare cette situation parisienne avec la situation des autres départements dont les préfets ont choisi d'imiter l'interdiction. Et pour bien comprendre le problème, il faut s'intéresser à la densité démographique. À Paris, on compte 21 000 habitants par kilomètre carré, ce qui fait de Paris la 7e ville la plus densément peuplée au monde. Dans les Yvelines, c'est 30 fois moins d'habitants par kilomètre carré. En Seine-et-Marne, c'est 97 fois moins. Et en Moselle, c'est 125 fois moins d'habitants par kilomètre carré, ce qui montre que cette interdiction était parfaitement inutile. Et d'ailleurs, la plupart des préfets qui ont interdit le sport en journée ont abrogé cette interdiction à peine une semaine après l'avoir mise en place. Il est difficile de savoir si les préfets ont eu peur pour leur population, et peut-être ils ont eu peur qu'il y ait une hécatombe à cause des sportifs, ou s'ils ont eu peur que la population panique et qu'elle leur en tienne rigueur et qu'ils ont voulu préserver leur image dans l'opinion publique. À moins que ce soit simplement pour faire plaisir au ministre de l'Intérieur en montrant qu'ils étaient des liberticides particulièrement zélés. Toujours est-il que la peur a quelque chose à voir dans l'irrationalité de ces interdictions. Alors si vous ne pratiquez pas d'exercice physique en extérieur, vous ne vous sentez peut-être pas concerné par ces interdictions préfectorales. Mais vous auriez tort, parce que les maires, les préfets, les ministres, ces gens-là prennent des décisions toute l'année, dont des décisions qui vont impacter l'intégralité de la population, comme par exemple lorsque le gouvernement proclame le confinement général de la population, alors que ce remède est sans doute pire que la pandémie qu'il est censé combattre. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le confinement est plus dangereux que le Covid-19 et pourquoi et comment les hommes politiques en sont arrivés à prendre une décision aussi stupide. Pour savoir si les mesures qui nous ont été imposées par les autorités sont pertinentes ou pas, il faut étudier l'aspect sanitaire de la pandémie de Covid. Fin avril 2020, le taux de létalité du Covid est estimé à presque 7%. Problème, ce chiffre repose sur un biais de sélection à cause des cas asymptomatiques. Si on prend l'Italie et l'Allemagne, qui sont les pays européens qui ont le plus testé leur population à ce jour, on se rend compte qu'il y a moins de 3% de la population qui a été testée dans ces pays. Donc d'une part, la létalité est calculée sur un échantillon biaisé, celui des gens qui se retrouvent aux urgences, mais en plus la proportion de population testée n'est pas suffisamment significative pour corriger ce biais de sélection. Il est donc indéniable que la létalité du Covid est surévaluée, et toute la question est de savoir à quel point elle est surévaluée. Alors, la létalité, ça ne fait pas tout, et pour évaluer la gravité de la situation, il faut combiner cette létalité avec la contagiosité du virus. Alors attention, quand je parle de contagiosité, c'est pas un terme académique. En vérité, on parle de nombre de reproductions de base qu'on appelle R0, ce qui n'est pas très pédagogique parce que si R0 est effectivement égal à 0, en fait, il n'y a pas d'épidémie. Bon, parce que 0, ça veut dire qu'on contamine personne. Donc, comment ça marche? Si R0 est égal à 1, ça veut dire qu'une personne infectée peut contaminer une personne saine. Pour un porteur, on a un nouveau contaminé. Si R0 est égal à 2, ça veut dire qu'un porteur va pouvoir contaminer 2 personnes à lui tout seul. Et si R0 est égal à 0,5, ça veut dire que pour 2 personnes porteuses du virus, il y en aura une troisième saine qui va être contaminée. Mais là encore, on n'a que des informations imprécises, parce que quand on regarde la situation actuellement, quand on regarde les évaluations, on estime que le R0 du Covid-19 oscille entre 1,4 et 5,7.
Non seulement les informations relatives au Covid sont incertaines, mais en plus, à moins d'être un professionnel de la santé qui a l'habitude de travailler avec des pourcentages de létalité et avec des R0 de contagiosité, en fait, on ne se rend pas forcément compte de ce que ces chiffres impliquent. Alors on peut toujours calculer le nombre de morts que ferait la maladie si tout le monde était contaminé, puisqu'on a une estimation très très large de la létalité. Et par exemple, pour la population française de 67 millions de personnes, ça ferait 4,7 millions de morts. Alors oui, c'est colossal, c'est terrifiant, mais le problème c'est que rien ne prouve que l'intégralité de la population va être contaminée, non seulement parce qu'il y a le confinement qui est censé empêcher la contamination, ou en tout cas la ralentir de façon extrême, mais en plus, il y a cette histoire d'immunité collective qui en fait n'est pas très claire, mais qui apparaîtrait autour de 70% de la population contaminée. Alors, il y a une alternative pour essayer de se repérer dans cette situation très floue, c'est de comparer la pandémie actuelle et le peu qu'on en sait avec une pandémie ancienne, une pandémie antérieure et de préférence une pandémie qui a fait vraiment beaucoup de morts. Par exemple, la grippe espagnole. Alors au premier abord, la comparaison n'est pas forcément rassurante parce que si on prend les estimations hautes, la létalité surestimée de 7% et le R0 maximum, eh bien en fait le Covid est à la fois plus contagieux et plus mortel que la grippe espagnole. Enfin ça, c'est l'impression qu'on va en retirer si on se contente de regarder la surface du problème. Parce que malgré le siècle de recul qu'on a sur la grippe espagnole, on n'est même pas d'accord sur la quantité de morts que la pandémie a fait. Si on va sur la page Wikipédia francophone, on nous annonce un chiffre de décès qui oscille entre 20 millions et 100 millions, en citant notamment des chiffres avancés par l'Institut Pasteur. Et si on va sur la page anglophone, là on nous propose une estimation encore plus large puisque ça descend entre guillemets à 17 millions pour remonter là encore à 100 millions de décès. Et puis sur cette même page anglophone, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on nous dit que la quantité de personnes infectées par la grippe espagnole aurait pu monter jusqu'à 500 millions de personnes. Et si on prend la létalité haute, 100 millions de morts pour 500 millions de contaminés, ça veut dire une létalité de 20%, et là du coup c'est bien plus spectaculaire que le Covid. Mais le problème c'est qu'en fait on ne peut pas savoir le vrai nombre de personnes infectées en 1918, pour des raisons évidentes, et pour connaître ces raisons, c'est simple, je vous invite à vous rappeler quelle était la situation sanitaire et la situation technologique du monde en 1918. Donc malgré un siècle de recul et malgré le fait qu'on connaisse certains éléments factuels, par exemple que la grippe espagnole engendrait des hémorragies des muqueuses chez pas mal de personnes, on n'a pas de chiffre exact et les estimations vont du simple au quintuple pour le nombre de morts. Ça nous fait une belle jambe pour faire une comparaison. Donc pour conclure cette première partie consacrée à l'aspect épidémiologique de la pandémie, on a une létalité du Covid qui est évaluée à 7%. Mais c'est très clairement une surévaluation et tout le problème c'est qu'on ne sait pas dans quelle proportion la létalité est effectivement surévaluée. Quant à la contagiosité, on a des estimations qui vont du simple au quadruple. Et si vous regardez bien, c'est très compliqué de prendre une bonne décision face à des informations aussi imprécises. Déjà, en temps normal, entre guillemets, quand on a des informations précises sur un problème, on n'arrive pas forcément à prendre les bonnes décisions. Alors avec une telle incertitude, eh bien en fait, c'est très difficile de prendre la bonne décision. Et pour dire les choses clairement, c'est même impossible. Devant une telle incertitude appliquée à des questions sanitaires et donc à des questions de survie, la nôtre et celle de nos proches, il est normal d'avoir peur. Alors certaines personnes pourraient tenter de se moquer de la peur, parce que la peur c'est pour les faibles, mais en réalité la peur c'est vachement utile. Pour être plus précis, si vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement, c'est parce que vos ancêtres, entre autres choses, ont eu peur et que ça les a sauvés. Voyageons quelques millions d'années en arrière. Nos ancêtres du Paléolithique sont des chasseurs-cueilleurs et ils côtoient dans leur environnement des prédateurs comme les hyènes, les tigres à dents de sabre et les léopards. Imaginez ce qui serait advenu de l'espèce humaine si nos ancêtres, en se promenant dans la savane et en voyant un groupe de hyènes, n'avaient pas eu une furieuse envie de prendre leurs jambes à leur cou. On ne serait pas là pour en parler.
Alors vous connaissez tous l'expression « la peur n'évite pas le danger », mais comme le dit le psychologue Daniel Kahneman, le cerveau de l'homme et d'autres animaux comporte un mécanisme conçu pour accorder la priorité aux mauvaises nouvelles. En gagnant quelques centièmes de seconde sur le temps nécessaire pour détecter un prédateur, ce circuit améliore les chances de survie d'un animal assez longtemps pour qu'il se reproduise. La peur contribue bel et bien à éviter le danger, à condition de ne pas rester paralysé par la panique. Et Daniel Kahneman poursuit. Aucun mécanisme d'une rapidité comparable n'a été détecté qui soit capable de reconnaître les bonnes nouvelles. Bien sûr, nos cousins animaux et nous sommes très vite alertés par des signes indiquant une possibilité de se reproduire ou de se nourrir, et les publicitaires conçoivent leurs affiches en conséquence. Quoi qu'il en soit, les menaces sont prioritaires par rapport aux opportunités, comme il se doit. Notre biais de négativité et notre capacité à ressentir de la peur ont été des avantages évolutifs. Notre biais de négativité a optimisé notre détection du danger et notre capacité à ressentir de la peur nous a permis de nous enfuir plus vite, notamment avec la dilatation des bronches et l'accélération du rythme cardiaque. Tout ça a augmenté nos chances de survie. Et là, on est face à un paradoxe, parce que face au coronavirus, il semble bien que la peur ait été mauvaise conseillère. Alors bien sûr, le fait que les hommes politiques occidentaux aient d'abord minimisé les risques de pandémie, voire les ont carrément niés, pourrait nous faire dire qu'on n'a pas eu assez peur. Et ça rejoint ce que dit Nassim Taleb, si vous paniquez, il faut paniquer tôt. Parce qu'en effet, c'est moins dangereux pour l'économie de fermer les frontières que de fermer les écoles, les commerces et les usines. Du côté des professionnels de la politique, on peut expliquer la sous-évaluation du risque par l'incompétence et par le cynisme. Les deux étant parfaitement compatibles, je le rappelle. Du côté de la population, on peut expliquer la sous-évaluation des risques par une méfiance légitime vis-à-vis des médias, que ce soit les médias traditionnels ou alternatifs, qui toute l'année rivalisent d'ingéniosité pour produire du contenu catastrophiste et anxiogène. Mais après plusieurs semaines à se dire que l'épidémie de Wuhan resterait en Chine, on est passé à l'extrême inverse. Aujourd'hui, la population est assignée à résidence, tel Roman Polanski dans son chalet de Stade. L'économie mondiale s'effondre, les services de santé sont à genoux dans des pays aussi éloignés culturellement que la France et le Japon. Et sur Twitter, on accuse les sportifs d'être des assassins nourrissant un projet eugéniste à grande échelle parce qu'ils font leur footing dans la rue. Il est évident qu'une partie de la population a peur de mourir ou au moins peur de voir ses proches mourir, et le décompte macabre égrené par le gouvernement et les médias n'aide pas à garder la tête froide. Le problème, c'est que plus vous avez peur et plus vous écoutez votre peur, plus il est facile de vous vendre un baril de lessive ou un programme politique. Par exemple, une assignation à résidence et des interdictions en tout genre. Le fait que la Chine ait mis Wuhan en quarantaine a sans doute influencé les réponses occidentales, car les humains ont une tendance à l'imitation. C'est ce qu'on appelle le mimétisme, et les décideurs politiques n'y échappent pas. D'ailleurs, la porte-parole de l'OMS a déclaré que l'Organisation mondiale de la santé n'avait jamais préconisé le confinement pour lutter contre le Covid. Quoi qu'il en soit, la quarantaine est une vieille pratique, la mise au banc des lépreux au Moyen-Âge en est un exemple, et on peut du coup imaginer que par inertie historique, ou pour être plus précis en termes psychologiques, par conditionnement pavlovien, les politiciens se soient spontanément tournés vers la solution de la quarantaine. Et puis même si vous êtes opposé au confinement, soyons honnêtes, si on apprenait demain qu'il y a un cas de virus Ebola en France métropolitaine, on serait tous les premiers partisans de la mise en quarantaine de la personne infectée, qui serait de toute manière probablement en train d'agoniser, et de la mise en quarantaine du reste de la population. Non, parce que la létalité du virus Ebola, c'est 90%. Mais on l'a vu, avec le Covid-19, la létalité est présumée de 7%. Donc on est très loin du virus Ebola. Et le problème, c'est que le confinement est en train de détruire une économie qui s'acheminait déjà vers la récession. Du coup, certains mettent en avant le supposé dilemme entre sauver des vies et sauver l'économie. Le dilemme entre l'économie et la santé est un faux dilemme. Premièrement, parce que plus un pays est prospère, plus il est facile de financer une infrastructure médicale, que ce soit sous la forme de services publics ou sous la forme d'initiatives privées. Deuxièmement, c'est un faux dilemme parce que l'économie repose sur une fiction. Tout entrepreneur sait que le prix qu'un client est prêt à payer pour un service repose sur la valeur qu'il attribue à ce produit.
c'est pas quelque chose d'objectif. C'est quelque chose de subjectif, même si vous avez des coûts factuels et tangibles, par exemple pour les matières premières qui vous ont aidé à concevoir votre produit. La valeur se trouve dans les yeux de celui qui la regarde. Et au-delà de l'aspect subjectif des prix, la monnaie elle-même repose sur cette sorte de subjectivité. Un billet de banque, je ne peux pas le manger parce que je ne suis pas vegan, et quand bien même je voudrais m'essuyer le derrière avec, ça serait pas très pratique. Mais parce que les commerçants de ma ville sont d'accord pour que je les paye avec ces petits bouts de papier, alors ces petits bouts de papier ont de la valeur. Notre économie est une fiction qui repose sur un consensus. La monnaie n'a de la valeur parce que nous nous accordons pour lui accorder sa propre valeur. Oui, je sais, ça a l'air d'un peu une boucle comme dans les films où il y a des voyages dans le temps, mais c'est effectivement ça. En fait, la croyance que nous accordons à la valeur de la monnaie crée cette valeur. C'est un petit peu comme les dieux, si vous voulez. Ils n'existent pas, mais parce que des gens se mettent à croire à des religions, eh bien, on peut faire des croisades. Bref, je m'égare, mais là encore, la valeur de la monnaie repose dans les yeux de celui qui la regarde. Alors vous allez me dire, du coup, il n'y a pas de dilemme entre la santé et l'économie, parce que l'économie, comme c'est une fiction, après le confinement, on n'a qu'à dire que maintenant le PIB il va être calculé sur la base du bien-être des êtres humains et sur les qualités écologiques des entreprises et le développement durable. Eh ben non, ça marche pas comme ça, parce que les gens qui prennent des décisions et les gens qui, par leurs décisions individuelles, ont le pouvoir d'impacter des milliers de personnes, les grands chefs d'entreprise, les milliardaires, les hommes politiques, eh bien, tous ces gens adhèrent majoritairement à la fiction actuelle. Donc, on va rester dans ce cadre mental et on va effectivement devoir regarder l'impact du confinement sur l'économie telle qu'elle est conçue dans notre consensus collectif. Forcément, lorsque vous fermez des entreprises au prétexte de désengorger des hôpitaux, vous empêchez une partie de la population de gagner l'argent nécessaire pour payer le loyer et remplir le frigo. L'INSEE estime que chaque mois de confinement entraîne 3 points de PIB en moins. Mais attention, ça ne prend pas en compte les coûts cachés et certains analystes parlent du double. Donc, avec à peu près 2 mois de confinement, puisqu'on est censé, pour la France, être libéré le 11 mai, eh bien, ça fait 12 points de PIB en moins. Fin mars, on comptait 70% d'offres d'emploi en moins sur le site de Pôle emploi. Quant aux États-Unis, fin avril, ils ont franchi la barre des 26 millions de chômeurs. Le confinement détruit l'économie. Et les destructions économiques, ce sont des destructions de vie humaine. On sait déjà que les krachs boursiers engendrent des suicides, mais quand on interdit carrément aux gens de travailler, on risque de transformer la crise financière et la récession en dépression économique. On peut se rappeler que la Grande Dépression a jeté des milliers d'États-Uniens dans la rue et favorisé, à l'échelle planétaire, la montée du fascisme et du communisme, deux grandes et belles religions de paix et d'amour. Mais comme dans le cas de la comparaison entre grippe espagnole et Covid-19, comparer la récession/dépression qui nous pend au nez à cause du confinement avec la Grande Dépression des années 30, c'est pas forcément très pertinent. D'un côté, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées par rapport aux années 30. Le niveau de richesse planétaire, les infrastructures médicales, la coopération internationale. Bon, ok, c'est pas top à ce niveau-là, mais au moins, on a presque plus de nazis et presque plus de soviets. D'un côté, le monde de 2019 n'était pas parfait, même avant la pandémie. La récession était en train de pointer le bout de son nez. Je vous renvoie par exemple au PIB japonais du dernier trimestre 2019. En France, en Europe, l'économie est structurellement affaiblie par la monnaie unique qui en plus attise des animosités entre des pays, voire entre des régions d'un même pays. Par exemple, la Catalogne et l'Espagne ou l'Italie du Nord contre l'Italie du Sud. Et aux États-Unis, la vie politique ressemble à un très mauvais épisode de South Park. Et pourtant, Dieu sait que j'adore South Park. Pour la France, je vous fais pas le topo, on a un pays qui est colonisé par la bureaucratie depuis Napoléon, une 5e république hyper centralisée, un président qui est très à l'aise avec la répression policière alors qu'il n'a même pas fait son service militaire et des chiffres du chômage qui sont trafiqués toute l'année pour des raisons de communication politique. Ça va pas très fort, et le problème c'est qu'il y a un élément nouveau qui est en train de pointer le bout de son nez, la moitié de la population mondiale est assigné à résidence. Et ça, c'est du jamais vu. On n'a rien qui ressemble à ce qui est en train de se passer. À aucun moment,
dans l'histoire récente, et même si vous allez un tout petit peu plus loin que l'histoire récente, vous n'avez eu des pays à l'arrêt. Jamais, même en temps de guerre. Alors je n'apprécie ni le catastrophisme de gauche, ni le déclinisme de droite, mais il faut se rappeler que l'histoire n'est pas un mouvement linéaire vers le mieux. Il y a des crises, il y a des régressions civilisationnelles, et si vous en doutez, je vous invite à vous documenter sur l'histoire de l'Empire romain, ou tout simplement sur l'histoire mésopotamienne. On est encore une fois face à l'incertitude parce qu'on ne peut pas modéliser avec précision les effets néfastes du confinement. Mais de même qu'on est certain qu'un certain pourcentage de la population meurt à cause du Covid-19, on est certain que la population survivante va être affectée par le confinement et l'effondrement économique qu'il est en train de provoquer, ou en tout cas d'accélérer vraiment de façon spectaculaire. Donc quand on se soucie de façon tout à fait légitime des 7% de la population mondiale qui risque de mourir, il faut aussi se soucier des 93% restants dont la vie risque d'être bouleversée et pas forcément en bien. Là, vous ressentez peut-être un certain malaise. Après tout, même si les victimes de la récession qui vient seront 13 fois plus nombreuses que les victimes tuées par le Covid, comment peut-on mettre sur le même plan le fait de perdre la vie et le fait de passer les 10 prochaines années dans la pauvreté? Alors déjà, il faut se rappeler que la pauvreté diminue l'espérance de vie et diminue la qualité de vie, notamment sur le plan de la santé. Et si on prend le cas le plus extrême, chaque année en France, 3000 SDF meurent dans la rue dans une indifférence quasi générale. Mais il est vrai que parmi les 93% de gens qui survivront à la pandémie, tous ne vont pas se transformer en clochards ou s'ouvrir les veines à cause d'une faillite boursière. Donc je suis effectivement en train de comparer des événements disproportionnés, comme la mort par maladie d'un côté, et la pauvreté ou l'appauvrissement, la détérioration de la qualité de vie. Mais c'est exactement la comparaison disproportionnée que font les gens qui sont favorables au confinement. Ils comparent les 7% de gens qui risquent de mourir et les 93% de survivants qui vont peut-être connaître des temps assez sombres. Et tant qu'à faire de la comptabilité morbide, ça serait intéressant de se demander combien de clochardisation, combien de faillites, combien de dépression mentale liées à la récession, voire à la dépression économique, peuvent valoir une mort. Parce que je rappelle qu'il y aura 13 fois plus de survivants que de décédés. Alors si vous pensez que la mort c'est quelque chose de tellement grave qu'on doit s'arrêter de réfléchir quand elle arrive dans le débat, c'est que pour vous, la mort et le décès, en l'occurrence le décès à cause du Covid-19, c'est ce que le rationaliste Eliezer Yudkowsky appelle un panneau-stop sémantique. Et l'enfant demanda « D'où vient ce caillou ?»« Je l'ai extrait du gros bloc qui est au centre du village. »« D'où vient le gros bloc ?»« Il a probablement roulé de la montagne qui surplombe le village. »« D'où vient la montagne ?»« Du même endroit que toutes les pierres. Ce sont les os de Ymir, le géant primordial. »« D'où vient Ymir, le géant primordial ?»« Du grand abysse, Ginnungagap. »« D'où vient le grand abysse Ginnungagap ?» Ne pose jamais cette question. Dans cette petite fable inventée par Yudkowsky, le grand abysse Ginnungagap fait office de panneau-stop sémantique. On ne peut pas demander une explication à l'explication qui est censée être fournie par Ginnungagap. Lorsque le mot Ginnungagap est prononcé, il est interdit de réfléchir au-delà. Et ça vous rappelle sans doute un schéma qu'on trouve dans les monothéismes, puisque d'une certaine manière, Dieu est présenté comme l'origine de toute chose, et si vous demandez qui ou quoi a créé Dieu, on vous répondra soit que Dieu s'est auto-engendré, soit que c'est pas la question parce qu'il n'a pas été engendré, il est là de toute éternité. Donc en fait, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'engendrement de Dieu, et donc l'origine de toute chose, c'est Dieu, et vous n'êtes pas prié de poser plus de questions, sinon vous êtes un sale hérétique. Mais Dieu n'est pas le seul panneau-stop sémantique. Comme le dit Yudkowsky, c'est juste le plus évident. Les technologies transhumanistes posent des questions politiques difficiles. Un gouvernement devrait-il superviser la manière dont les parents choisissent les gènes de leur enfant ? Les parents pourraient-ils choisir délibérément des gènes qui favorisent la schizophrénie ?
Si augmenter l'intelligence d'un enfant est coûteux, le gouvernement doit-il financer cette augmentation pour la permettre à tous et éviter l'apparition d'une élite cognitive? Vous pouvez proposer diverses institutions pour répondre à ces problèmes, par exemple des associations caritatives. Mais la question suivante sera alors, est-ce que cette institution sera efficace? Si nous nous reposons sur la responsabilité légale du fabricant pour empêcher les corporations de construire des nanotechnologies dangereuses, est-ce que ça fonctionnera? Je connais quelqu'un dont la réponse à chacune de ces questions est la démocratie libérale. C'est tout. C'est sa réponse. Si vous lui posez des questions qui coulent de source comme quelle a été la performance des démocraties libérales historiquement par rapport à des problèmes aussi piégeux, ou si vous lui posez la question qu'est-ce qu'on fait si la démocratie libérale fait quelque chose de stupide, alors vous êtes un autocrate, un utopiste libertarien ou un autre type de très très mauvaise personne. Personne n'a le droit de questionner la démocratie. À une époque, j'appelais ce type de raisonnement le droit divin de la démocratie. Mais c'est plus précis de dire que démocratie fait office pour cette personne de panneau-stop sémantique. À Madagascar, dans la région des Hauts Plateaux, les Malgaches déterrent leurs morts tous les 7 ans, voire tous les 5 ans pour les familles les plus aisées. En Indonésie, les Toraja gardent le défunt chez eux et lui offrent de la nourriture et de l'alcool. Aux îles Kiribati, les Gilbertins déterrent le défunt après plusieurs mois pour récupérer son crâne et le garder avec eux. En Occident, si vous allez au cimetière pour déterrer votre grand-mère et verser de l'alcool sur son cadavre, vous allez être interpellé par la police et on va éventuellement vous considérer comme des fous, à moins que Christine Boutin et Virginia Vota vous considèrent comme de dangereux satanistes pervertis par les jeux vidéo et les nouvelles de Howard Philip Lovecraft. D'ailleurs, il y a une époque pas si lointaine où les personnes âgées allaient vivre chez leurs enfants ou leurs petits-enfants et mouraient entourées de leurs proches. Aujourd'hui, dans l'Occident contemporain, les personnes âgées ou les gens plus jeunes victimes de maladies incurables meurent en soins palliatifs à l'abri des regards. Et si vous combinez ça à la chute drastique de la mortalité infantile, vous comprenez que le rapport à la mort a énormément évolué en Occident parce que, à moins d'être sapeur-pompier, médecin, infirmier ou éventuellement policier, vous n'êtes que très rarement confronté à la mort dans l'espace public et même d'ailleurs dans l'espace de la sphère privée. Aujourd'hui, en Occident, dire qu'on va laisser des gens mourir d'un virus, ça ne se fait pas, même si ce sont des personnes âgées qui seraient peut-être mortes 2 années plus tard de la grippe saisonnière et qui ont déjà bien vécu à l'âge de 75 ans, ça ne se fait pas. Et si vous demandez pourquoi ça se fait pas, vous allez être traité de néo-nazis, de monstres, d'eugénisme, bref, vous êtes en présence d'un panneau-stop sémantique, même si on laisse 3000 SDF mourir chaque année dans les rues françaises. Parce que l'interdiction de laisser mourir les gens est un tabou culturel, si vous questionnez ce tabou, si vous attaquez ce tabou, vous allez provoquer une vive émotion. Alors les émotions, ça fait partie de notre vie psychologique, c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter. Le problème, c'est que dans un contexte d'incertitude, l'intensité de nos émotions va accentuer notre incapacité à prendre les bonnes émotions. Et pour comprendre ça, il faut se tourner vers ce que le psychologue Paul Slovic appelle l'heuristique de l'affect. Dans bien des domaines de l'existence, les gens se forment des opinions et font des choix qui expriment directement leurs sentiments et la tendance primitive à approcher ou fuir, souvent sans en avoir conscience. L'heuristique de l'affect est un exemple de substitution où la réponse à une question facile, qu'est-ce que je ressens à ce sujet, sert de réponse à une question beaucoup plus difficile, qu'est-ce que j'en pense? Dans le cas de la pandémie de Covid, la question analytique qui nous est posée en tant qu'être humain et en tant que société ou ensemble de sociétés, la question analytique qui nous est posée, c'est quelles sont les meilleures décisions qu'on peut prendre pour sauver le plus de gens possible, tout en assurant l'avenir des générations futures. Comment peut-on sauver, entre guillemets, l'humanité et assurer la pérennité des sociétés qui composent en ce moment la mosaïque humaine de la planète sur laquelle cette pandémie est en train de se dérouler? C'est une question extrêmement complexe. Et les éléments factuels qu'on a pour y répondre sont relativement flous. Vous combinez à ça l'angoisse que ressentent à la fois certains dirigeants
et surtout la population, les citoyens lambda. Angoisse nourrie par le fait qu'on a peur de mourir, qu'on a peur de voir nos proches mourir. Cette angoisse importante, elle va servir de réponse à la question analytique. Alors qu'évidemment, la réponse qu'il faut donner, c'est une réponse analytique. Parce que la question qui est posée, ce n'est pas comment je me sens par rapport à la pandémie. Mais pourtant, c'est l'angoisse que l'on ressent qu'on va être tenté d'utiliser pour répondre à cette question complexe. Notre biais de négativité, notre aptitude à ressentir de la peur, notre mimétisme, les panneaux stop sémantiques, nos tabous culturels et notre heuristique de l'affect, tout ça, ce sont les mécanismes psychologiques qui influencent la manière dont nous sommes en train de réagir à la crise. Ils sont à l'œuvre aussi bien chez les dirigeants du monde qui ont choisi d'imiter les Chinois parce que de toute manière, ils n'étaient pas prêts à gérer la moindre pandémie que ce soit, mais ils sont aussi à l'œuvre dans la population docile, cette population qui s'est déresponsabilisée et qui a choisi de remettre son destin entre les mains des gouvernements et des pouvoirs publics. Et le paradoxe, c'est que tous ces mécanismes psychologiques, ils ont contribué à la survie de l'espèce humaine, mais aujourd'hui, ils pourraient nous amener vers un retour, une régression de plus d'un siècle en arrière, parce qu'on a opté pour le confinement et que ce confinement va avoir des conséquences dramatiques pour les 93% de gens qui vont survivre à la pandémie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous pensez que je suis un dangereux eugéniste, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas et à cracher votre haine et votre dégoût dans les commentaires. Si au contraire vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air pour la soutenir et partagez-la sur vos réseaux sociaux pour qu'elle devienne encore plus virale que le Covid-19. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.